Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du prix à payer un petit peu de la transition énergétique. Vous le savez, on n'a rien sans rien et on parle en effet de la transition énergétique. On voit les valeurs vertes exploser complètement de leur valorisation. Alors, c'est pas foncièrement complètement idiot, mais on est en train de valoriser le futur en fait comme si on y était déjà. Et potentiellement, on est déjà en train de valoriser les 10 prochaines années. Et dans tout cela, en fait, on oublie une part importante de cette transition énergétique, c'est quelque part également aussi important, c'est que la transition énergétique, c'est bien, mais ça ne se fait pas sans pollution non plus. Ça ne se fait pas sans matières premières et ça ne se fait pas sans une explosion de l'utilisation des matières premières qui aujourd'hui ont besoin d'hydrocarbures pour être retirés de la Terre. Donc, c'est un sujet qui est vraiment important puisqu'on comprend bien qu'on n'a rien sans rien et que donc il faut comprendre également que pour arriver dans un monde moins pollué vers un monde plus vert, en fait, il va falloir accepter de polluer plus, en fait, à court terme, pour mettre en place ces investissements. Donc on a vu, on a les gouvernements, on a tout un tas de subventions, en effet, donc ça c'est intéressant. Donc c'est une lame de fond, clairement. Et ensuite, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour autant, il ne faut pas tuer. J'avais fait déjà des vidéos, ça fait, si vous me suivez, etc., ça fait 2 bonnes années que je parle de la hausse des matières premières, du super cycle de hausse des matières premières, justement. Et je dirais que la crise de Covid a amené également des pénuries, hein, il ne faut pas se le cacher. Donc on a une succession de pénuries, de désinvestissements qu'on avait eu depuis les années 2015. Il faut savoir que quand vous avez une baisse des prix et donc une crise, eh ben, vous fermez des mines, vous fermez des usines, vous fermez des champs, vous fermez tout un tas de choses qui vous permettent de produire et donc vous réduisez les productions. La même chose, l'OPEP décide de réduire les productions au niveau du pétrole pour, à minima, soutenir le prix et faire survivre tout simplement la filière. C'est purement économique. Mais ce qui fait que ensuite, quand vous avez à nouveau un renouveau de la demande, et quelque part c'est ce que l'on a et c'est ce que l'on anticipe aussi avec la réouverture de l'économie, et pour moi ça ne fait aucun doute, même si en effet on est peut-être décalé dans le temps, qu'on aura une réouverture de l'économie, qu'on aura un effet soulagement sur la consommation. On verra plus tard qu'est-ce qui se passe après cet effet soulagement, mais pour moi, clairement, on va avoir cette hausse de la demande. Et le marché, il ne s'y trompe pas, il est déjà en train de jouer cet aspect-là, et il est également en train de jouer l'aspect inflation aussi, puisque qui dit justement redémarrage de l'économie dit qu'il faut un certain temps pour redémarrer les usines, il faut un certain temps pour redémarrer les mines, il faut un certain temps pour réinvestir là où on avait désinvesti pendant des années. Et donc l'équilibrage se fait par quoi? Se fait par la hausse des prix. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est une lame de fond, mais c'est quelque chose qui est d'autant plus renforcé par la transition énergétique qui est en train de mettre en place. Alors il faut bien penser qu'on ne change pas d'un monde d'hydrocarbures à un monde vert comme ça du jour au lendemain. Il faut bien penser que c'est une transition énergétique. Et donc qui dit transition énergétique dit qu'on n'abandonne pas les hydrocarbures. De toute manière, on n'en a pas les moyens, puisque aujourd'hui, pour aller vers un monde plus vert, on est obligé d'avoir des machines qui vont chercher le minerai, qui vont le transporter, et tout ça, ça marche à quoi? Ça marche aux hydrocarbures. Donc pour moi, il ne faut pas complètement annihiler justement l'ancien monde par rapport au nouveau monde. Il va y avoir une phase de transition qui va durer une bonne décennie facilement. Mais l'enjeu, clairement, de ces prochaines années, géopolitiquement également, c'est la guerre justement des matières premières. Et on le sait, en effet, aujourd'hui, pour gagner cette guerre-là, c'est aussi détenir quand même une majorité dans les eaux. Et donc on verra, vous avez tout l'aspect également Chine, USA, donc tout ça pour moi c'est en coulisses que ça va se passer bien entendu. Mais clairement, vous avez les terres rares, bien entendu, qui ne sont pas si rares que ça. D'ailleurs, ça porte mal le nom, mais qui sont majoritairement produits également et aux mains des Chinois. Donc, clairement, ce que l'on voit, tout ce qui est cuivre, tout ce qui est argent, tout ce qui est cobalt, etc., il faut bien se dire aujourd'hui que vous en avez 10 fois plus besoin dans un monde de transition énergétique et un monde vert
que ce qu'on utilise aujourd'hui, ne serait-ce que pour nos ordinateurs portables, pour les semi-conducteurs. Vous avez vu, maintenant, on semble réaliser qu'il y a une pénurie des semi-conducteurs, mais c'est une lame de fond, ça aussi. Ça date pas d'hier, c'est normal. Quand vous stoppez les chaînes, quand vous avez comme ça une crise sanitaire, que vous stoppez les chaînes, et ben pour les redémarrer, ça se fait pas du jour au lendemain, de la même manière qu'on ne stoppe pas du jour au lendemain. Même si je dois avouer que j'ai été quand même très surpris de la rapidité avec laquelle les Américains ont stoppé notamment leurs puits de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Donc pour moi, le monde de demain, oui, la transition énergétique, c'est très bien, c'est parfait, mais n'oublions pas qu'il nous faudra du pétrole, qu'il nous faudra du gaz naturel, qu'on continuera d'utiliser des machines à hydrocarbures pour pouvoir justement récupérer de la terre et du sol les minerais qui vont nous permettre d'aller vers cette transition énergétique. Et n'oublions pas que ça ne se fera pas sans justement une contrainte de pollution maintenant, pour plus tard en avoir moins, etc. Mais c'est également aussi quelque chose en lame de fond qui se fait après une décennie de désinvestissement, que ce soit dans les mines, dans les matières premières, et dans le pétrole également, et dans le gaz naturel. Donc nous n'oublions pas aussi que l'ajustement se fera de par les prix. Donc pour moi, c'est pour ça aussi que là où ça va être très intéressant, c'est que vous savez, on parle beaucoup des critères ESG ou ISR, etc. Et donc vous avez toutes les valeurs pétrole quelque part qui n'ont plus leur place dans les portefeuilles et chez les gestionnaires. Ça va me faire rigoler, mais je pense qu'on va trouver le moyen justement de réintégrer ces valeurs-là, comme Total par exemple, en disant que parce que justement ils sont en train de faire une démarche vers la transition énergétique, et ben on peut les réintégrer dans les portefeuilles magiquement, parce qu'on va leur octroyer un critère ESG bien meilleur, etc. Bref, je le vois arriver gros comme une maison, mais je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui enlever justement les atouts du gaz naturel notamment et les atouts encore du pétrole dans cette transition. Si vous m'écoutez, c'est de la redite quelque part, mais c'est quelque chose qui est vraiment très important à comprendre. Et il faut faire très attention d'un côté justement aux valorisations du vert que l'on a donné, qui sont finalement des valorisations qu'on atteindra peut-être, qui seront, on va dire, logiques, mais dans 10 ans, et on oublie tout l'aspect de transition énergétique. On est obligé de passer par la transition énergétique. Le mix énergétique, de toute façon, doit passer par là, parce que de toute manière, sinon, si on vous coupe, si vous dépendez uniquement aujourd'hui des centrales solaires ou de l'éolien pour votre courant, et qu'on vous coupe le courant, vous allez faire la gueule. Et donc ça, c'est toujours pareil, c'est toujours la même hypocrisie, c'est-à-dire on veut faire du vert, mais on ne veut pas forcément payer plus cher pour, et également on ne veut pas accepter quelques coupures de courant, parce qu'il y a encore des défis technologiques qui sont assez importants avant que l'on arrive à une énergie qui est aussi peu chère, aussi rentable que les hydrocarbures. Ça aussi, il y a une logique économique derrière. Si on enlève toute la démagogie, il y a aussi cette logique économique qu'il faut garder. Donc pour moi, c'est ce qui pousse également, voilà, c'est pas populaire de le dire potentiellement, mais les hydrocarbures en coulisses vont continuer de rayonner et vont continuer d'être la majorité de notre mix énergétique, de notre besoin de mix énergétique, ne serait-ce que pour atteindre nos objectifs de transition écologique, on a besoin de toute manière des hydrocarbures, on n'est pas prêt pour le reste. Et après, il y a tout le challenge justement du recyclage. Aujourd'hui, tout ce qui est panneaux solaires, tout ce qui est le verre que vous avez utilisé, le sable aussi, est à considérer comme une matière première future qui sera très importante puisqu'on va avoir besoin de plus en plus de verre, etc. Donc vous avez tout un tas de ces matières premières-là. Et l'enjeu également, c'est qu'on parle justement de ne plus utiliser le pétrole pour arrêter de puiser dans nos sols, mais on va aller puiser un paquet de matières premières quand même, là aussi, qui ne sont pas ad vitam aeternam, là aussi dans le sol. Et donc on va avoir besoin de tout un tas de choses. Là où c'est très intéressant, c'est que la plupart de ces matières premières ne sont pas aux US. La plupart donc, de ces matières premières, c'est là où il va y avoir un enjeu géopolitique, elles sont en Afrique. Et vous en avez beaucoup ailleurs, vous avez l'uranium également, avec le Kazakhstan, etc. Bref, vous avez un certain nombre de matières premières qui auront un énorme enjeu énergétique dans le monde de demain. Et les puissances d'aujourd'hui n'ont pas forcément la main dessus. Mais ils ont anticipé quand même. Ce que l'on voit, on voit très bien la Chine évoluer énormément en Afrique notamment. Et donc on voit également tout l'enjeu géopolitique qui va se tourner vers justement la maximisation des matières premières pour conserver une indépendance énergétique. N'oublions pas que les US, grâce au gaz et au pétrole de schiste, avaient obtenu leur autonomie énergétique au niveau des hydrocarbures.
C'est une stratégie qui, évidemment, n'était pas rentable, qui, avec la crise sanitaire, a pris un bon shoot, mais c'est quelque chose aussi qui nous renvoie sur les enjeux géopolitiques de la prochaine décennie pour justement les ressources, sécuriser les ressources qui permettront l'autonomie des puissances. Donc là aussi, voilà, je sors un petit peu du domaine juste boursier, mais il y a ces éléments-là aussi qui sont à prendre en compte. Et donc, du coup, d'un aspect géopolitique, ce qui est très intéressant aussi d'un aspect investisseur, c'est les atouts que peuvent avoir des pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine, et également d'Afrique, justement, dans la gestion de ces ressources-là. C'est là aussi, ça sera très intéressant, potentiellement. On peut trouver pas mal de choses intéressantes pour les investisseurs. Et on trouvera également le fait qu'avec tous ces investissements-là, petit à petit, bien entendu, on va de plus en plus trouver des solutions pour stocker l'énergie. On va trouver des solutions, certainement. Moi, je suis quelqu'un qui croit au progrès technique, donc je pense qu'on continuera de maximiser les productions, mais ça permettra de tendre justement vers une efficience énergétique au niveau de la production verte. Mais pour autant, ça ne se fera pas sans des années et des années d'utilisation encore des hydrocarbures et de leur prédominance dans nos mix énergétiques. Donc je ne pense pas qu'il faut tuer le pétrole, j'ai jamais pensé qu'il fallait tuer l'uranium, voilà, et tout un tas de choses, même si bien entendu populairement on ne va jamais vous le dire, mais en coulisses, c'est des métaux stratégiques aujourd'hui et demain. Voilà, j'espère que cette vidéo justement vous aura plu, vous aura permis de garder un petit peu les pieds sur terre. Il faut rester réaliste dans tout ce débat vert, c'est très bien, mais il y a quand même une réalité économique, il y a une réalité physique également, d'efficience énergétique, et il y a aussi une réalité un petit peu hypocrite parfois, où on oublie que actuellement ça va être des enjeux de recyclage, des enjeux de production énergétique et des enjeux géopolitique également. Donc c'est pas la transition verte, c'est également quelque chose aussi où il faut comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. Et donc ça, pour moi, ça sera très important et ça va nous occuper, je pense, une bonne dizaine d'années minimum. Voilà, on aura l'occasion de faire d'autres vidéos du coup pour continuer. Donc pour moi, en termes d'investissement, évidemment, la technologie, en d'autres termes d'investissement, c'est justement jouer les matières premières, avec la crise Covid également, l'aspect évidemment qu'on a un déficit d'offres par rapport à la demande, et donc ça s'ajuste par le prix. Et donc, ne pas tuer le pétrole, c'est également ne pas tuer les valeurs pétrolières, les valeurs parapétrolières également, qui deviennent des valeurs, qui sont devenues des valeurs value au final. En plus, on le voit avec la remontée d'ores et déjà du pétrole. Voilà, j'espère que la vidéo a permis d'une manière condensée de synthétiser un petit peu tout cela. C'est quelque chose évidemment que l'on verra au fur et à mesure ensemble. N'hésitez pas à partager cette vidéo justement pour que ça aide d'autres personnes à avoir une vue, je pense, plus réaliste. C'est surtout ça qui est important. Et à mettre des pouces en l'air également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. J'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.